à la table ronde et je vais inviter Cécile Sornet, Grégory Mialet, Samuel Barouk et Gwenola Kouakou à rallumer leur caméra et leur micro pour cette table ronde intitulée Comment accélérer sa croissance e-commerce grâce au retail média. Et on va débuter par un petit tour de présentation de chacun des intervenants. Cécile Sornet, bonjour. Oui, bonjour à tous. Directrice de la communication et marketing de iRobot. Alors, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots, en quelques chiffres, ce grand nom des aspirateurs autonomes, entre autres? Merci pour cette introduction. Oui, donc iRobot, c'est une société américaine qui est cotée sur le Nasdaq. Nous sommes leaders dans le domaine de la robotique domestique et plus particulièrement dans le traitement des sols. Nous vendons effectivement les célèbres Roomba. Cette année est une année importante puisqu'on fête nos 30 ans et nos 30 millions de robots vendus dans le monde. Donc, c'est un palier important. Nous sommes une société très orientée sur l'innovation. Nous disposons de plus de 1000 brevets et donc en France, plus particulièrement, nous avons des parts de segment leader et nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de la distribution et notamment et principalement avec le groupe Fnac Darty. Fnac Darty. Alors, on va donner aussi la parole à Grégory Mialet. Bonjour Grégory. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Directeur marketing et communication de Retailing by Fnac Darty. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit sur cette nouvelle entité du groupe? Alors Fnac Darty, je pense que tout le monde connaît, leader évidemment européen de la distribution omnicanal. Retailing by Fnac Darty, c'est vraiment la marque qu'on a créée il y a un an. Finalement, c'est l'entité 100% intégrée au groupe Fnac Darty pour accompagner les marques dans leur plan de communication. En quelques chiffres, on est désormais plus de 25 personnes et on pilote plus de 1000 campagnes par an en trade marketing pour le compte de nos fournisseurs et en régie, en retail média pour les marques de tout secteur. On va y revenir. Et on va y revenir effectivement sur cette transition. Samuel Barouk, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Head of e-business chez Nestlé France. On peut également rappeler en quelques mots, en quelques chiffres, l'activité de ce géant suisse de l'agroalimentaire. Leader mondial effectivement de l'agroalimentaire, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires au niveau global. Et en France, c'est une présence historique pour le groupe avec l'ensemble de nos catégories de produits, du pet care au café, le chocolat, le culinaire, la nutrition infantile et les eaux. C'est plus de 95% de pénétration, un caddie sur 3 qui détient nos produits. Et au sein de Nestlé, pour la France, je dirige l'activité e-business pour l'ensemble du portefeuille de marques. Et l'objectif avec l'équipe, du coup, que nous nous sommes assignés est l'accélération et l'adoption des leviers digitaux au service de la croissance business. On pourra revenir dessus sur ce que ça comporte. Et on en reprend dans un instant. Et Gwenola Kouakou, bonjour Gwenola. Bonjour à tous. R&D Europe du Sud pour Criteo Retail Media. Donc, on en a déjà parlé, mais Criteo, donc, désormais aussi également très impliqué dans ce développement du retail média. Exactement. Alors, Élie l'a évoqué tout à l'heure. Si moi, je dois donner deux chiffres pour représenter notre activité, on est aujourd'hui un partenaire technologique pour plus de 200 retailers dans le monde, qui passent de Walmart à Fnac Darty et bien sûr en alimentaire à des Carrefour, par exemple. Et on génère plus de 65 millions de ventes de produits à l'issue de l'affichage publicitaire. Et aujourd'hui, j'ai j'ai 30 personnes dans mes équipes en France et en Espagne pour gérer cette activité. Très bien, et on va revenir de plus dans le détail dans un instant. Cécile, on revient à vous pour iRobot, donc des produits distribués dans le monde entier, et évidemment une communication aussi que vous faites étroitement avec les retailers, offline comme online. Comment est-ce qu'on est passé ces dernières années du trade marketing historique à ce qu'on appelle aujourd'hui le retail média? Et est-ce que la crise qu'on a connue ces derniers mois accélère cette transition? Alors chez iRobot, nous avons toujours fait les deux, aussi bien le trade marketing en magasin que un développement de plus en plus poussé ces dernières années vers le e-retail média, et ça grâce à un partenariat que nous avons avec Fnac Darty et l'équipe Retail Link. C'est plutôt lié à la structure de notre marché, aux consommateurs et au comportement des consommateurs aujourd'hui. Effectivement, ça a été dit plus tôt, la plupart des consommateurs commencent leur parcours sur Internet, et nous, on a aujourd'hui une vraie répartition égalitaire. 50% de notre activité est réalisée en magasin, 50%
Internet. Donc, les activations e-retail média sont vraiment montées en puissance et c'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Concernant la crise et l'impact que ça a pu avoir sur les allocations de budget chez nous, bien évidemment, la crise Covid cette année a, je dirais, réveillé les consciences et notamment la nôtre sur l'importance grandissante du e-retail média et du digital en général dans nos stratégies d'investissement. On a donc décidé sur le deuxième trimestre notamment, et c'est une stratégie qui continuera, de booster ces investissements afin de maintenir un niveau d'activité et une conversion à l'achat importante. Et ça a bien fonctionné. Les exemples mentionnés par Alexandra ce matin ont continué sur le premier semestre, donc c'est plutôt une bonne chose. Grégory, même observation chez Fnac Darty, il y a un rééquilibrage en faveur du digital à faveur de cette crise? Oui, tout à fait. Alors, pour remettre dans le contexte, le retail média, c'est finalement la fusion du meilleur des deux mondes entre l'approche média historique et celle du commerce. Elie en parlait tout à l'heure. Avec Retailink, en fait, on a dimensionné une offre retail média qui est complémentaire en fait de l'approche trade marketing historique au sein du groupe Fnac Darty, avec des nouveaux leviers de communication, des territoires d'expression plus larges qui permettent d'accompagner les marques, y compris dans l'atteinte d'objectifs plus haut de funnel, comme la notoriété ou la considération, et surtout avec une expertise média et un patrimoine de données qui permettent de mesurer précisément le ROI des campagnes, ce que ni les médias traditionnels ni les distributeurs n'arrivaient à mesurer précisément jusqu'à maintenant. Alors maintenant, quel impact de la crise? On a encore relativement peu de recul. Pour autant, on a quand même certaines tendances qu'on observe chez iRobot et sur finalement la plupart, l'ensemble de nos fournisseurs et des marques en général, c'est que le retail média s'affirme finalement comme une valeur refuge pour les marques. C'est-à-dire que la part des investissements retail média grandit au sein du mix marketing. Pourquoi? Parce que tout simplement, le retail média leur offre une meilleure maîtrise de leurs actions marketing. Il y a des marques qui ont découvert ce levier à la faveur de la crise et de la fermeture des canaux traditionnels? Grégory? Oui, oui, pardon, excuse-moi. Est-ce que des marques, du coup, se sont intéressées au retail média parce que tout simplement les magasins traditionnels étaient fermés, elles avaient besoin de faire plus de pubs sur le digital qu'avant? Alors, celui retail, oui. Alors, globalement, toutes les marques, tous nos fournisseurs investissaient déjà en digital. On va y revenir par la suite, mais c'est vraiment un point d'entrée, un point de contact qui est absolument incontournable dans les parcours shoppers. Donc, finalement, il y avait déjà une habitude bien ancrée chez nos fournisseurs d'investir sur le e-retail média. Après, forcément, la part d'investissement sur le digital a progressé significativement pendant la crise. Samuel, quand on est principalement dans l'alimentaire, est-ce que la crise a changé un petit peu ces stratégies d'investissement, sachant que la plupart des grandes surfaces restaient ouvertes? Et je crois que votre micro est encore fermé. Voilà. Sachant que la plupart des distributeurs alimentaires étaient restés ouverts pendant la crise, il y a eu des changements dans la ventilation de vos investissements? Pour remettre dans le contexte, aujourd'hui, on travaille les leviers trade et les leviers retail média de la même manière. Ça va reprendre ce qu'a dit Cécile. Hein. On est sur les mêmes leviers, visibilité, conversion, engagement. Les solutions d'activation sont même similaires, en fait. Si on y regarde bien, juste leur mode de fonctionnement diffère. Tu passes de l'ATG au Butterfly, de la promo lourde ou burn de loterie au promo gaming. En gros, on passe du mass au personnalisé. Et on a vu chez Nestlé une forte évolution et une adoption de ces nouveaux leviers parce qu'on y voit une vraie opportunité de croissance. Et pour ça, il a fallu former les équipes. Et fort de ce contexte, si tu veux, au moment de la crise, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des taux de croissance continuer d'augmenter sur les canaux digitaux, bien évidemment, et ça a mené en conséquence une intensification de la collaboration marketing-commerce pour bien se caler sur ces leviers de croissance. Et on a travaillé ça en tripartite avec l'agence média. Et à la fin, on a bien sûr plus de budget, mais surtout, ce que je dirais, c'est qu'on a des plans qui sont vraiment centrés sur le conso et le shopper. Et c'est ça la résultante qui, pour moi, vient à l'issue de cette crise. Gwenola, un mot de conclusion ici sur cette transition. On peut dire que la crise du Covid, elle va contribuer à rendre le retail média plus mature et plus central dans les plans? En effet, ouais, on a pu observer, comme l'a évoqué tout à l'heure Alexandra, une accélération du trafic e-commerce
On a pu voir, nous, sur nos sites partenaires, des x2, x5 même, selon les périodes en termes de nombre de shoppers. Et on a mené une enquête, la shopper, sur la période du Covid, et on a vu que 52% des personnes qu'on a interrogées n'avaient jamais fait leur course en ligne. Donc, on a beaucoup de nouveaux shoppers et plus d'un tiers d'entre eux vont continuer à poursuivre leur achat en ligne. Donc, mécaniquement, on va continuer à être sur cette tendance et sur ce trend en croissance d'investissement retail média. Nouveaux shoppers, mais est-ce qu'il y a aussi de nouvelles marques Oui, qui en arrivent? effet, on a des nouvelles marques également. Donc, au sein de Nestlé, par exemple, on a les acteurs du chocolat, les marques du chocolat qui n'étaient pas du tout clients de notre activité, qui aujourd'hui sont ouverts sur cette activité retail média. Et on a aussi d'autres secteurs d'activité comme le gros électroménager, par exemple, où on a des nouveaux entrants ou des retours d'investissement sur cette période. Très bien. Cécile, si on rentre concrètement dans votre usage du retail média, on parlait tout à l'heure d'insight, de ciblage, de mesures. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces inventaires et surtout avec ces données transactionnelles? Elles vous permettent, j'imagine, de mieux connaître vos consommateurs et de mieux leur parler? Effectivement, nous sommes très friands et de plus en plus friands de données concernant les comportements d'achat de nos consommateurs, qu'elles proviennent d'ailleurs des stats tickets de caisse magasin ou des paniers e-commerce. Ça nous permet effectivement d'avoir une bonne, voire une meilleure, bien meilleure connaissance de nos consommateurs. Le e-retail média nous permet d'avoir accès à ces données de manière très fluide et en ce sens, ça démontre clairement la supériorité du digital média sur le traditionnel pour aller chercher ces ciblages particuliers. Nous affinons toutes les semaines, quand c'est besoin, nos stratégies d'audience avec Retailing, par exemple. Ça nous permet d'aller chercher des consommateurs avec des profils plus particuliers. Exemple, ceux qui considéraient l'achat d'un robot aspirateur dans les 12 mois, mais qui n'ont pas converti. C'est qu'ils Euh, ils l'ont mis dans leur panier d'achat, mais ils n'ont pas acheté, c'est ça? Exactement. Mmh. Donc, du coup, ça nous permet d'aller, c'est potentiellement des consommateurs déjà conquis, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout du funnel. Ça nous permet, grâce aux stratégies déployées, d'aller les rechercher. Ça nous permet également de développer de capitaliser sur d'autres audiences, type les familles vivant dans des maisons, les propriétaires d'animaux, les personnes allergiques. Donc, le e-retail média, en ce sens, nous a permis de mieux les connaître et de mieux les cibler. Et c'est extrêmement important d'avoir des stratégies qui nous permettent cette flexibilité dans nos allocations de budget et nos stratégies. Vous le faites également, une donnée transactionnelle que vous utilisez peut-être aussi pour exclure vos propres clients ou aller chercher des jumeaux statistiques sur, d'autres inventaires? Pour mieux les cibler, quoi qu'il Ouais. arrive, quelle que soit la stratégie du moment, les plans promos qu'on peut avoir sur certaines gammes de produits, on cible de manière beaucoup plus précise et on investit les bons euros dans les bonnes cases. Et c'est ce que nous a permis, entre autres, le e-retail média et dans des délais ultra flexibles et rapides. Grégory, chez Fnac Darty, c'est quoi vraiment les avantages que vous mettez en avant par rapport à des inventaires médias traditionnels? C'est alors cette donnée transactionnelle, c'est capacité d'insight aussi, de mesure? Tout à fait. Il y a trois typologies d'applications finalement de la donnée, et notamment transactionnelle, mais également CRM et de navigation. La transactionnelle, c'est évidemment ce qui fait notre différenciation par rapport aux médias traditionnels et aux régies des médias traditionnels. Les trois cas d'application, c'est le ciblage dans un premier temps. Cécile en a parlé, pour communiquer à la bonne personne au bon moment et au bon emplacement, il vaut mieux la connaître. Et ça, finalement, ces activations et ces ciblages, on les effectue à la fois sur nos environnements, sur nos sites, mais également en extension d'audience sur des sites tiers médias et les principaux carrefours d'audience du web pour ramener aussi du trafic sur nos sites et sur les fiches de produits des marques considérées. Deuxième usage, c'est évidemment les insights sur les parcours shoppers. On a un certain nombre de données finalement pour identifier le profil des clients et les grands segments de clients avec leurs habitudes de consommation sur les différents canaux et selon les typologies de produits. Et troisième facteur, troisième cas d'application, c'est évidemment la mesure, puisque en réconciliant les données d'exposition publicitaire avec les données d'achat on et offline, on peut arriver à calculer le ROI des campagnes. Donc, pour C'est un ça, euro investi, et tout simplement dire à la marque, la campagne a fonctionné, les gens ont acheté sur la plateforme le produit que vous mettiez en avant. exactement, pour un euro investi, Aérobot, on l'a vu, et toutes les marques, tous les fournisseurs qui investissent chez nous savent exactement combien leur ont rapporté leur campagne retail média. Mmh.
Alors Samuel, on parle d'insight, on parle de ciblage, on parle de mesures. C'est quoi pour vous les principaux bénéfices de ces nouveaux outils publicitaires? Bah, on a accès aux mêmes outils, donc on va retrouver les mêmes typologies d'usage. Euh, si je dois dire où on fait la différence, c'est surtout dans le paramétrage et l'optimisation au fil de l'eau de ces campagnes, comme a pu le préciser précédemment. Pour exprimer différemment ce qui a été dit, je pense qu'on s'en sert pour passer d'une activation de masse à des activations personnalisées à l'échelle. On repart de l'équation économique et marketing, pardon, pour construire des scénarios adaptés aux enjeux de la marque. Est-ce qu'on veut faire du recrutement, auquel cas on va aller cibler sur des acheteurs à l'extérieur de la catégorie ou de la catégorie mais non acheteurs de nos produits. On va faire de la fidélisation, on va prendre nos acheteurs, on va développer les messages en bonne adéquation. La data transactionnelle qu'il y a derrière, pour moi, elle permet aussi d'A/B tester pas mal de messages ou de variantes créatives. Par exemple, sur nutrition infantile, on a pu mettre en place des variantes créatives additionnelles telles que des ratings produits au sein de nos messages. On a vu, grâce à les logiques de mesure, que les taux de conversion augmentaient fortement et on a obtenu des ROAS à 2 chiffres. Et derrière, on a systématisé cette pratique dans nos communications. Après, par rapport à la mesure, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire pour standardiser et fiabiliser les approches de mesure d'attribution. Comme ça a été précisé précédemment encore, c'est une industrie qui se structure. Il y a des spécificités, il y a beaucoup d'hétérogénéité par distributeur, par solution, et il y a un enjeu de structuration comme vous pouvez les porter au sein de la MMA. On reparlera de ce besoin de standardisation de la mesure. Juste un mot sur le ciblage. Cécile, tout à l'heure, évoquait que ses clients pouvaient avoir des animaux domestiques ou pouvaient vouloir aussi avoir un sol impeccable pour leurs enfants. On peut imaginer des opérations presque communes de cross-sell entre les problématiques d'un iRobot et les problématiques d'un Nestlé. Finalement, vous avez les mêmes clients. Pour partie, Et certainement. je pense, voilà, c'est le constat, si tu veux, que grâce à la donnée, on a vraiment fait admettre aux différentes catégories au sein de Nestlé, dans un premier temps, qu'on partage toucher de façon différente. Et c'est aussi vrai quand on sort on va dire du groupe et qu'on peut trouver des partenaires tels qu'iRobot pour aller chercher les mêmes foyers. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes capable effectivement de savoir quel type de produit on achète, quelle marque de produit on achète. Effectivement, ça sur les médias traditionnels, c'était a priori plus compliqué. Gwenola, on a déjà parlé beaucoup des avantages hein, du retail média. Ça fonctionne sur ces inventaires des e-commerçants et ça fonctionne même désormais partout aussi en OpenRTB sur l'inventaire média traditionnel. Exactement. Donc, on peut en effet, comme on l'a évoqué, bien évidemment cibler les shoppers sur les sites marchands. Et d'ailleurs, c'est tout à fait des mécaniques qui sont évoquées de cross-catégorie et de visibilité de 2 annonceurs complémentaires. C'est des choses qu'on travaille déjà sur les sites marchands et c'est des choses qu'on peut aujourd'hui aussi travailler en dehors de ces sites marchands, donc sur l'open internet, où on va pouvoir allier par exemple une audience complémentaire entre de la lessive et du gros électroménager pour pousser la visibilité de marques auprès des bons shoppers. Et finalement, on va pouvoir allier ce type de dispositif à la fois sur du display, sur de la vidéo, donc dans une logique beaucoup plus branding, tout en cherchant toujours à avoir une mesure d'impact sur les ventes. Donc, on a vraiment un lien aujourd'hui entre branding et performance grâce à cette donnée transactionnelle. D'accord. Et aujourd'hui, vraiment, les marques, elles ont compris la qualité de cette data et elles se l'approprient massivement pour mieux cibler, mieux communiquer auprès de leurs clients et tout simplement peut-être rendre leur publicité plus mature parce que ça permet du coup de parler différemment à ses propres clients qu'à de purs prospects. Exactement. Donc, c'est comme on l'évoquait tout à l'heure avec Samuel, c'est adapter les messages au type de profil et aux shoppers que vous voulez contacter. Et ça, c'est clé dans l'avenir de la publicité retail média, c'est cette capacité de personnalisation et de mesure. Alors, tout à l'heure, Vadim parlait du mobile, de la MMA et du retail média. Cécile, le mobile, aujourd'hui, qui est incontournable aussi bien pour les écrans digitaux et qu'on trouve aussi de plus en plus en point de vente pour faire ses courses, est-ce qu'il va être un facteur de convergence entre le trade marketing traditionnel et ce nouveau retail média?
Écoutez, oui, ça a été évoqué tout à l'heure. Le mobile est aujourd'hui la première source de contact du consommateur, qu'il convertisse en magasin ou sur le online. Donc nous, le mobile, c'est une plateforme qui est intégrée dans tous nos dispositifs depuis longtemps et c'est une forme de passerelle, effectivement, importante et nécessaire entre le trade marketing traditionnel et le retail média. Les consommateurs l'utilisent dans leur phase de considération et de conversion. Et pour prendre un exemple très simple de passerelle, on l'utilise notamment nous lors d'activations magasins du type géolocalisation quand on fait des campagnes pour réorienter des consommateurs qui se retrouveraient dans une zone d'animation ou de démonstration à proximité d'un magasin. Et quand on a pu le faire, on a observé des taux de conversion importants. Donc, on va continuer à le faire et à utiliser le mobile dans tous nos dispositifs. Grégory, chez Retail Link, le mobile, c'est aussi, j'imagine, un enjeu crucial pour réunir un petit peu trade marketing et retail média. Tout à fait. On a aujourd'hui 3 acheteurs sur 4 qui initient ces recherches en ligne et la grande majorité de ces acheteurs effectuent ces recherches sur mobile. Donc, c'est le premier device de recherche. Le site marchand mobile est un point de contact, on l'a dit, incontournable pour les marques qui veulent toucher l'internaute au moment où il va préparer son achat. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place des formats, notamment avec Criteo, qui s'intègrent de manière native et contextuelle dans le parcours mobile du shopper pour orienter son choix en faveur d'un produit ou d'un autre. En tout cas, l'aider dans son choix. Et puis on le voit, le mobile opère de plus en plus le lien entre on et offline. Les clients sont de plus en plus connectés en mobilité dans nos magasins. Ils peuvent même désormais payer d'ailleurs de manière autonome avec leur mobile en Fnac sans attendre en caisse. C'est la solution Pay and Go. Donc on peut dire que le mobile est un catalyseur, un accélérateur de la transformation du magasin. Et j'irai plus loin même de la publicité, puisque le marché publicitaire l'utilise de plus en plus à des fins de ciblage géolocalisé, mais également de mesure de la performance des campagnes en direct to store évidemment, en associant une exposition avec une visite dans un magasin, mais également sur le secteur de l'affichage, puisque l'écosystème, les acteurs du monde de l'affichage commencent à intégrer de plus en plus cette notion de mobilité à des fins de mesure d'audience. Samuel, chez Nestlé, ça vous donne des idées, l'usage du mobile, non seulement online, mais demain peut-être offline, en tirant parti peut-être d'autres écrans, type l'affichage extérieur. Il y aura une capacité aussi à influencer le consommateur au milieu des rayons? Très, très clairement, on a une accélération du rôle du mobile en e-commerce, même en alimentaire, sur le trafic bien sûr, mais sur l'alimentaire où on sait qu'on a des spécificités de panier qui pourraient être peu propices au mobile. Il faut quand même rentrer 40-50 produits par transaction à peu près. On constate sur certaines activations qu'on a pu mener que le CA du mobile et du desktop sont répartis à 50-50, alors que le taux de conversion pour le mobile est encore jusqu'à 2 fois inférieur. Donc, le potentiel est énorme. Très clairement, il ne faut pas perdre de vue le mobile. Ça, c'est sur la partie transaction. Après, sur la partie activation, on ne peut pas ignorer en fait que ce phénomène de consommateur-shopper augmenté en magasin. Je pense que les taux de téléchargement d'une application comme Yuka parlent d'eux-mêmes. Le consommateur est renseigné durant sa navigation au magasin dans ses choix. Ça porte une exigence essentielle à la qualité du contenu. On revient vraiment aux fondamentaux. Donc, la marque doit vraiment s'assurer que tout le e-content est de top qualité. Et puis, pour finir, le mobile, on le voit et on l'active déjà, permet de nouvelles interactions sur le parcours, comme le scanning des produits en magasin et la personnalisation tout au long des parcours avec des solutions comme Jetbox. Donc là, il y aura des opportunités aussi pour influencer le shopper, y compris en point de vente. Gwenola, Kouakou, chez Criteo, c'est aussi des scénarios que vous commencez à regarder là pour la décennie qui vient, parce qu'on voit des applications de retailers qui sont aujourd'hui très complètes, qui proposent effectivement du scanning, du paiement et également du média. Ouais, alors en effet, le mobile, c'est un des points de contact essentiels entre les shoppers et les produits. Donc mécaniquement, il est hyper important pour une marque d'y être présent. Des applications mobiles aujourd'hui, des retailers alimentaires représentent à peu près 50% de leur trafic e-commerce. Donc c'est clé de pouvoir avoir de la visibilité pour les annonceurs.
Donc aujourd'hui, on a des solutions, des formats publicitaires présents dans la majeure partie des applications mobiles. Et puis bien sûr, c'est un des avenirs que l'on a sur cette activité retail média, de continuer à développer des solutions, des services associés au mobile. Très bien, alors on le comprend, hein, ce retail média, c'est un véritable Big Bang pour l'écosystème publicitaire. Cécile, quel impact ça pourrait avoir sur vos équipes, sur vos budgets? Quelle sera aussi la place des agences? Comment vous anticipez un petit peu les mutations de l'écosystème dans les prochaines années? Écoutez, vous avez mentionné le mot Big Bang. Je ne sais pas si, enfin en tout cas chez nous, c'est oui et non, car on a toujours, nous, travaillé comme cela en équipe avec des partenaires. Donc je dirais qu'on a besoin les uns des autres pour prendre des choses très concrètes. Moi, je connais ma stratégie, mon contexte et mes enjeux, mais j'ai besoin de spécialistes en e-retail média et notamment des gens comme Retail Link qui savent traduire cela dans des plans d'activation online efficaces. Et c'est vraiment dans ce sens qu'on travaille avec Retail Link. Retail Link est un véritable conseil pour nous, et de la même manière que Criteo, puisqu'on engage les deux budgets, et on élabore ensemble les meilleures stratégies. Donc, grâce à ces outils d'activation déployés, on peut non seulement les mettre en place, on peut les mesurer, les optimiser, les adapter en temps réel, et c'est quand même la grande force du digital. On travaille donc les meilleurs ROI possibles en fonction de nos enjeux, et ça me permet, moi, par exemple, en interne, d'aller chercher des budgets, des capacités d'investissement supplémentaires en cas de besoin. C'est exactement ce qu'on a fait au mois de mars, au moment de la crise Covid, quand il a fallu que moi, j'active des budgets supplémentaires pour dynamiser toute cette activité e-retail. Cécile, est-ce qu'on peut anticiper une convergence entre les équipes, on va dire branding, et puis les équipes plus orientées CRM? Est-ce que au moins en interne, ça sera à terme piloté par les mêmes personnes? Bah, ça l'est déjà un petit peu chez nous et je pense qu'effectivement ça va s'amplifier et vous pouvez même intégrer dans les départements que vous avez mentionnés les équipes de vente. Chez nous, on est vraiment tous ensemble autour du même sujet et notamment sur ces sujets de e-retail média. Alors Grégory, je parlais de Big Bang parce que c'est quand même assez impressionnant de voir des annonceurs historiques comme les retailers devenir désormais des médias. Donc il y a quand même une sorte un peu de jeu de chaise musicale. Quel sera pour vous, selon vous, l'impact sur l'écosystème? Et puis on voit Cécile qui vous présente finalement un peu dans le rôle presque d'une agence conseil. Comment vont évoluer les positions des uns et des autres? Alors, on est flatté déjà par le compliment de Cécile, évidemment. Alors, chez Fnac Darty et chez Retailink, on a construit une organisation qui est agile avec des verticales sectorielles. C'est-à-dire que chaque secteur, chaque catégorie de produits a son référent, son expert unique qui accompagne les marques sur ces plans de communication, qu'il s'agisse de trade marketing ou de retail média. In fine, l'objectif est le même en fait pour la marque, c'est mieux maîtriser ses dépenses, générer des ventes. Donc, ça a nécessité forcément une transformation aussi en interne. Ça participe à la transformation digitale du groupe. Et finalement, on s'aperçoit que nous, en tant que régie 100% intégrée au groupe, on appartient à la direction marketing et e-commerce du groupe d'ailleurs. Et on est finalement une direction satellite. Et on s'appuie sur tous les corps de métier qui est en interne. Ce qu'il faut retenir, et je voudrais appuyer un petit peu là-dessus, avant tout sur le e-retail média et le retail média au sens large, c'est que ça contribue à faciliter, à enrichir le parcours client. Ce n'est pas un irritant. Et tout ce qui est bénéfique pour le client l'est aussi pour les marques et les distributeurs. Et c'est pour moi cette notion qui est fondamentale en fait. C'est le retail média a permis d'inscrire les clients, les marques, les retailers, mais également les agences médias au sein d'un écosystème qui est vertueux pour tous. Alors, Samuel le rappelait tout à l'heure, il y a un enjeu de structuration et de standardisation des pratiques qui est indispensable. Et sur lequel on travaillera au sein de la Mobile Marketing Association, j'imagine. Et sur la méthodologie, mais voilà, on est ravis de l'initiative aussi du MMA et du travail de cartographie qui a été fait ce matin, parce que c'est un premier pas justement vers cette standardisation qui est indispensable pour structurer le marché.
Mmh. Samuel, un mot, sur, l'impact de la montée en puissance du retail média. On peut anticiper une publicité un peu plus, data driven, hein, une convergence entre les problématiques de notoriété et de performance et puis, c'est quand même, intéressant de voir des partenaires comme les retailers, devenir, désormais des médias. Ça change aussi peut-être un petit peu l'organisation des marques. Très, très clairement. Ce développement accélère pour moi les besoins d'intégration des plans de communication. Avant, on parlait de 360 au moment où le digital s'est développé. Après, on a commencé à parler de multicanal, d'omnicanalité. Après, aujourd'hui, je pense que le nerf de la guerre, c'est cette intégration de la data pour construire ces parcours scénarisés dans le temps, en fonction du comportement consommateur, au service de l'expérience consommateur et shopper. Et en gros, pour moi, c'est la logique CRM étendue aux médias. Et aujourd'hui, l'agence, dans cette relation, elle a forcément un rôle clé à jouer, pour reprendre ce que disait Cécile. Il y a certaines choses que l'on internalise, d'autres qui sont déléguées à nos partenaires de choix. Et cette convergence avec le média fait que naturellement, l'agence média est positionnée ici. D'ailleurs, on voit, il y a énormément de développement de pratiques commerce au sein des agences médias. En termes d'équipe, en interne, il y a des vrais besoins de formation. J'en parlais tout à l'heure, on a mis en place il y a plus de 3 ans maintenant des formations auprès des équipes marketing et commerciales pour arrêter d'acheter des bannières entre guillemets au kilo et commencer à avoir des discussions autour de CPMV, autour de ciblage avancé. Donc tout ça fait partie de l'éducation et de la structuration du marché. Pour les distributeurs, à mon sens, il y a un sujet de modèle économique. Tu l'as dit tout à l'heure, le distributeur étant son rôle à une logique d'éditeur et également de fournisseur de data, il va générer du revenu sur la vente de cet inventaire, sur la data, mais il ne faut pas perdre de vue également que son cœur de métier, c'est de générer des revenus sur les ventes en magasin ou sur la plateforme e-commerce. Alors que l'industrie structure, je vais vous partager mon intuition, alors peut-être qu'elle est biaisée, mais je pense que le distributeur ou les distributeurs qui se démarqueront seront ceux qui réussiront à craquer ce modèle de collaboration avec les industriels pour bénéficier en fait pleinement du trafic généré par l'ensemble de leur campagne média en mutualisant la data. Et ce, plutôt que d'uniquement chercher à faire croître des investissements sur une plateforme, sur leur plateforme. En gros, pour résumer ça en une image, c'est la différence entre se concentrer sur un lac ou sur l'océan. L'océan, c'est l'intégralité du média de l'industriel et c'est par la collaboration, par la mutualisation de la data pour créer des parcours totalement intégrés consommateurs, médias, industriels, shoppers, retail média, qu'on va avoir le prochain step. Alors Gwenola, une publicité data-driven et puis une mutualisation des données, c'est un discours qui doit vous parler chez Criteo? Ouais, en effet, c'est vrai que la data, ça a toujours été clé dans notre approche retail média, dans notre approche de Criteo, pardon, et c'est encore plus vrai dans le retail média. Et pour rebondir sur ce que dit Samuel, la volonté que l'on a dans notre business unit, c'est vraiment de créer de la valeur pour cet écosystème qui comprend les shoppers, les annonceurs et les retailers. Et ça passera notamment par la technologie, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Ellie, avec le lancement de cette plateforme sur la fin d'année, une harmonisation des outils à disposition des distributeurs, des agences et des annonceurs, et une capacité à transformer tous nos modèles de mesure et d'attribution pour uniformiser cette approche et avoir une lecture plus lisible finalement des performances pour tous. En mutualisant les datas et en capitalisant aussi sur les gros groupes de retail qu'on peut avoir en Europe, ça va permettre aux acteurs européens de la tech de rivaliser avec certains géants américains que nous n'avons pas mentionnés, mais qui sont, j'imagine, aussi très puissants dans cette industrie. Oui, en effet, l'approche, elle est là. C'est un moment de se dire que nous, on est au service des distributeurs, on apporte une technologie qu'ils souhaitent ou pas mutualiser. En tout cas, on a cette capacité à leur donner la possibilité de le faire. Très bien. Il va être temps de conclure. Je vais vous demander à tous les quatre un mot de conclusion, un hashtag de conclusion.
Cécile, pour iRobot, ce serait quoi ce mot de conclusion? Moi, c'est clairement hashtag vive le consommateur. Le consommateur, il est au centre de toutes nos réflexions et de nos stratégies. Et sans le consommateur, on n'est rien. On fait des produits pour le consommateur en fonction de ses besoins. Donc, vive le consommateur. Très bien. Et on invite tout le monde à découvrir vos produits et à s'offrir un aspirateur Ah, robot. mais je ne pourrais que vous y engager. C'est le bon moment. Vous avez tous une maman, donc allez-y. Ah oui, alors je n'osais pas aller sur Ah cette si, mais on peut y opportunité, aller. mais ça fera sans doute plaisir aux mamans et aux papas d'ailleurs d'avoir un aspirateur robot et pas que ça, hein, je crois que vous avez d'autres produits. On aspire et on lave. On Voilà. fait la totale, comme on dit. Voilà, c'est l'occasion de rendre ses parents heureux. Merci Cécile. Grégory, également un mot-clé, un hashtag de conclusion. Hashtag agile. Les Français l'ont montré, je pense, sont montrés globalement humbles, solidaires et surtout agiles en fait depuis l'annonce du confinement. Les enseignes aussi, hein, je pense que nos équipes et notamment magasins, y compris digital, ont su se montrer agiles et adapter leur offre en fait pour répondre aux besoins du moment, aux attentes des Français. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre de durer aussi et de pérenniser notre action. L'agilité, c'est vraiment la clé d'innovation et de la réussite. Et voilà, donc pour conclure, plutôt l'agilité parce que effectivement, je pense que ça va être la clé de notre évolution demain. Merci. Et puis on invite évidemment tout le monde à acheter son aspirateur iRobot, soit sur les sites Fnac Darty, soit dans les magasins Fnac Darty qui ont réouvert depuis déjà quelques semaines. Merci Grégory en tout cas. Samuel, également un mot, un hashtag de conclusion. Je dirais hashtag convergence sur une logique de convergence marketing-commerce, sur la logique de convergence média CRM et sur la logique de convergence consommateur et shopper. Très bien, merci Samuel. Et puis on invite également tout le monde à découvrir les produits Nestlé et Nespresso sur les plateformes online et offline. Et il y a encore l'heure de se faire un bon café ce matin. Gwenola, également un mot-clé, un hashtag de conclusion. Alors, j'ai synthétisé finalement un peu tout ce que les différents hashtags qui ont été évoqués avant entre les consommateurs, l'agilité et la convergence. Moi, je prendrais un hashtag qui relie finalement le média, le shopper et la mesure, et je nous mettrais un hashtag autour de brandformance. Brandformance, donc c'est un mot valise. Exactement, relier le branding et la performance. Très bien. Eh ben, merci Gwenola. Puis on invite évidemment tout le monde à découvrir les nouvelles solutions retail média de Criteo qui était avec Fnac Darty, un des deux partenaires de cette matinée. Merci en tout cas à tous les quatre pour vos témoignages et je repasse le micro à Tanguy, je crois, qui va conclure cette matinée.